quand je vois les jeunes, qu'est-ce que tu veux? Ils ont la chance de pouvoir être amoureux. Tu te rends compte, la chance? Je sais ce que c'est que d'être sans papier. Je sais ce que c'est que d'être pourchassé. Je sais ce que c'est que l'arrestation. Je sais ce qu'était Auschwitz et Ravensbrück. Oui, Bonjour Génia, c'est Thierry. oui, bonjour. Je connais Génia depuis mon enfance. Elle et son mari étaient des amis de mon père. J'ai repris contact avec elle il y a quelques années lors de mon retour à Nevers. Au fur et à mesure de nos rencontres, j'ai ressenti le besoin de filmer nos échanges pour elle, pour moi, pour nos familles et pour vous tous. Alors Génia, peux-tu nous rappeler Oui. où et quand et puis dans quelle famille tu es née? Alors, moi, je suis née le 10 décembre 1923 à Varsovie. Et pourquoi Varsovie? Parce que mon père est originaire de Biélorussie et du fait de la répression anticommuniste et antisémite à l'époque, il a décidé d'émigrer. Alors, il est né en 1900, donc au moment de la Révolution, il avait 17 ans. Donc il y a participé, bien sûr, mais du côté bolchevique, bien sûr. Et la révolution ne s'est pas faite du jour au lendemain comme ça. Ça a duré des années, tu vois, avec des famines, avec des contre-révolutions. Et là, quel était son rôle? Quel a été ses... Alors, c'était un simple militant, un jeune militant, fermement attaché à la cause des Rouges. Comme ils étaient enfermés dans des ghettos, c'est plutôt une vie culturelle et intellectuelle qui s'est développée, alors que l'autre côté de la population était analphabète dans une grande mesure. Et là, tu parles de quelles années? Donc, depuis 1900 jusqu'à 1917. Et donc ton père, c'est dans cette ambiance... C'est dans ce milieu-là qu'il est premièrement devenu complètement athée et deuxièmement qu'il a été acquis à ses idées révolutionnaires. Donc il avait déjà un mouvement très important en Russie, donc par à coup dans les pays baltes, si tu veux, de la révolution de 1905. Il y a eu des révolutions successives en Russie, mais ce n'étaient pas des révolutions populaires, c'était des révolutions comme la Révolution française, des révolutions bourgeoises. Hein. Alors qu'en octobre 17... C'était d'abord l'armée qui en avait marre, parce qu'il faut voir dans quelles conditions les soldats russes vivaient. C'était un pain et un oignon comme nourriture, hein. Rien d'autre. Hein. Tu vois, c'était très dur. Donc, et puis alors l'usure de cette guerre énorme a fait que c'est l'armée qui a flanché. Et donc les idées révolutionnaires ont pu se propager beaucoup plus rapidement. Et bon, il y a eu la formation de l'armée rouge par Trotsky. Et donc mon père a continué à militer parce que moi je suis née en 23. Tu vois, en Allemagne, on sentait quand même les prémices d'Hitler. Hein. Déjà, bien sûr. Tu vois, se mettait en place. Ça se mettait en place. Hein. Et moi, je suis très attachée à la Belgique. C'est un petit pays. On a été accueillis. Je ne me suis jamais sentie étrangère ou une idée religieuse ou quoi que ce soit, jamais.
C'était premièrement un milieu très très laïque, très laïque. Et puis il y avait plusieurs nationalités. Beaucoup, beaucoup de nationalités, même un peu genre calotte anticurée, tu vois. Et c'était un milieu, moi j'ai un souvenir de l'enseignement en Belgique, mais autrement plus progressiste qu'en France. Et tes parents, ils parlent quelle langue Alors mon père parlait russe, polonais, il a appris le français très très rapidement. Tu sais que ces gens de l'Europe centrale ont une adaptation aux langues étonnante, vraiment étonnante. Hein. En 6 mois de temps, mon père parlait le français et le flamand à la perfection. Et ta mère? Et ma mère un peu moins rapidement, parce que c'était une femme au foyer, tu vois, elle ne sortait pas beaucoup. Donc elle te parlait peut-être pas français à toi? Alors, elle me parlait en yiddish. Ah bon? Elle me parlait en yiddish, oui. Mais je ne le parlais pas, je ne pouvais pas le parler. Mais tu le comprenais? Je le comprenais, bien. Oui. Et aujourd'hui encore, tu pourrais... Non, malheureusement, je le regrette. Je le regrette beaucoup, parce que c'est une langue qui a disparu. Je regrette beaucoup de ne pas avoir, du fait de mon athéisme, tu vois, avoir du recul sur tout ça. Alors, je le regrette. Dans ton oreille de petite fille, il y a quand même du russe, il y a du russe, il y a du yiddish, il y a du polonais, parce qu'on fréquentait beaucoup de polonais. Et à l'école, avec mes camarades, je parlais souvent le flamand. Parce que Bruxelles était bilingue, français et flamand. D'accord. Tu vois, donc j'avais un mélange de langues incroyable. Hein. Après, ton petit frère est arrivé, donc... Oui, il est arrivé. Oui. Et je devais avoir 5-6 ans, quelque chose comme ça. Donc ça, c'était le bonheur aussi? Oui, une famille très très unie. Mon père gagnait bien sa vie. Qu'est-ce qu'il faisait ton père alors? Alors, il était employé dans une grande maison qui faisait de l'exportation pour le Congo belge. Parce qu'il y avait énormément de mines. Tu sais, toute la richesse du Katanga, du Congo belge, c'était incroyable. Le port d'Anvers, enfin tout ça. Les diamants du Congo. Et pendant ces années-là, ta maman, elle fait quoi? Elle ne travaillait pas. Mon père gagnait très bien sa vie. Il avait un très très bon salaire. Donc à l'époque, une femme au foyer, elle compensait. Elle avait un rôle social. Oui, tu comprends? Elle faisait tout. Donc on a eu une famille très très heureuse. Mon père militait beaucoup. Ma mère, elle n'était pas. Ma mère aimait beaucoup beaucoup lire. Elle était associée dans beaucoup d'associations culturelles. Elle s'en occupait beaucoup. Et du fait que mon père militait, j'ai toujours été très très impliquée dans l'histoire. Je ne concevais même pas qu'on pouvait vivre de l'autre côté indifféremment, tu vois, sans esprit militant. J'ai aucun mérite, rien du tout. C'était inné. Après arrivent doucement les années 30, et là je crois que vous commencez à Bruxelles. Alors là, dès 1900, même déjà un peu avant 33, 32, il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui sont partis d'Allemagne, qui ont fui, voyant arriver le danger. Donc il y avait déjà, tu vois, un embryon d'accueil pour tous ces... Il y avait à ce moment-là une organisation internationale, le Secours Rouge International, qui s'est monté, mais vraiment international, comme le Secours Populaire, si tu veux, mais plus politique. Beaucoup, c'était pas pour alimenter les gens sous-alimentés, c'était vraiment pour accueillir les réfugiés. Et ça, je me le souviens depuis ma plus tendre enfance, parce que contrairement... Vous hébergiez des gens à la maison? Oui, contrairement à ce qui se passe maintenant, premièrement, c'était pas très bien vu. Ne t'imagine pas qu'à la frontière, les frontières étaient ouvertes pour accueillir ces gens. C'était très très mal vu. Tu vois? Et puis, il n'y avait pas de fonds, il fallait collecter les fonds. Et puis, il n'était pas question que ces gens aillent au restaurant ou dans des cantines. On les recevait dans les familles. Ils étaient reçus dans les familles, ils vivaient la vie des familles. Et là, tu as des souvenirs un peu précis de ces personnages que vous avez accueillis? Oui, absolument. Nous, on a accueilli beaucoup de communistes allemands qui, dès 1933, ont fui.
Et je me souviens très bien. Et ils sont partis, pas précipitamment, mais ils sont tous partis ensemble dans les brigades internationales au moment de... en 1936. Et ton père n'a pas été concerné par éventuellement un départ en Espagne? Non, 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 du tout. Il avait vraiment affaire en Belgique. Et je me souviens très bien, pour les collectes de fonds, il y avait des cafés particuliers où les juifs immigrés jouaient beaucoup. Tu sais, comme dans les milieux chinois, il y a beaucoup de joueurs. Hein. C'était exactement la même chose. Et on allait collecter, et j'accompagnais mon père régulièrement dans ces milieux-là. Mais je me souviens, j'étais très très bien accueillie, on m'embrassait. Mais c'est curieux, je n'ai pas un souvenir d'un seul refus. Bon, et 36, j'imagine que, alors toi, tu es adolescente, là, tu as 13 ans. J'avais 13 ans, oui. Donc tu as dû être enthousiaste par... J'étais très 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 au courant. Mon père lisait l'Humanité. Ma mère, elle lisait la presse nouvelle qui était un jour... l'Humanité en yiddish. Oui. Édité en France. Édité en France et qui arrivait à Bruxelles par le chemin de fer. Donc on avait toute la presse française et puis on était absolument tout à fait au courant. Et puis au moment des grandes grèves de 1936, on est venu en solidarité à Paris avec les grévistes. Là tu y étais aussi? J'avais 13 ans, je m'en souviens très bien. Je ne me souviens que des manifestations, que des récoltes d'argent, que les gens chez nous. Mais c'était continuellement, tu vois, une effervescence quotidienne. Il n'y avait pas de week-end, il n'y avait pas de dimanche? Non, du tout. Mais il t'a pas laissé aller au bout d'une scolarité secondaire normale? Ben, c'est la guerre qui a arrêté ma scolarité. Et alors là, vous retrouvez votre appartement que gentiment des voisins... Parce que nos voisins à côté, c'était un magasin de mécaniciens de machines à coudre. Il a vraiment surveillé, tu vois, quand nous sommes revenus, nous avons tout trouvé intact, tous les vêtements, l'argenterie, en fait, tout ce que nous avions. Donc nous nous sommes installés. Nous avons repris contact avec les copains que nous connaissions avant d'être partis. Et là, tu ne savais pas, mais c'était les derniers mois. Oui. C'était les derniers mois où tu allais passer avec absolument, parce que forcément, les archives de la police ont été toutes mises en route et on a pratiquement ramassé tous ceux qui étaient connus avant-guerre comme militants communistes, comme militants du Secours Rouge International et comme militants qui avaient recueilli les antifascistes et allemands et espagnols. Ouais. Donc mon père a été immédiatement arrêté. Donc ça suffisait pour être arrêté? Ah oui. Ça s'appelait les préventifs. Donc il a été arrêté. À quel mois, comme responsable. Alors ça devait être en 41, 42, ça devait être vers fin 41, tout début 42. Tu vois, ça s'est succédé très très rapidement. Et ils sont venus le chercher? Ils sont venus le chercher, mais il a été, non, comme préventivement si tu veux, mais il a été présenté à un tribunal militaire et il a été envoyé en prison en Allemagne, pas comme juif, mais comme communiste et responsable des organisations anti-nazis, si tu veux. À partir de là, vous perdez sa trace. On a pu lui écrire, lui envoyer des colis régulièrement. Il avait été condamné à plusieurs années de prison. Il est parti en Allemagne. Et on a toujours pu correspondre. Mais quand nous avons été arrêtés en 1943, il était toujours en prison. Et là, nous étant arrêtés, tu comprends, on n'a pas pu écrire, on n'a pas pu... Alors oui, là on a passé une étape parce que d'abord, donc, à l'hiver 41-42, lui se fait arrêter. Et là, donc... Et en 42, oui, il a été arrêté fin 41, début 42. Et ma mère et moi, on a déménagé immédiatement parce qu'on savait quand il y avait quelqu'un d'arrêté, la famille en réalité
suivaient le même cas. Donc avec l'aide de la résistance, on a eu des faux papiers et nous avons déménagé. On nous a trouvé un local, tu vois, en souterrain. Puis pour vivre clandestinement, tu sais, c'est pas marrant. C'est la période la plus dure de... Quand j'ai été arrêtée, c'était presque une délivrance. Tellement que c'est difficile. Et puis pour être dénoncée bêtement par un jeune que je connaissais très bien et qui m'a croisée dans la rue, qui était au service de la Gestapo, il a arrêté la voiture et puis il a dit au chauffeur, vous pouvez l'arrêter. Je connais bien la famille et je suis certain qu'elle a des faux papiers, effectivement. Donc j'ai été arrêtée et puis j'ai été emmenée en prison. Et je suis restée à peu près 15 jours en prison, mais sans torture, sans choses comme administratives et puis déportée, si tu veux. Mais comme j'ai entre-temps que ma mère a été arrêtée parce qu'elle travaillait dans un atelier de couture, il fallait bien gagner sa vie, hein. Tout l'atelier a été rasé, tout l'atelier a été arrêté et elle était au camp de rassemblement pour la déportation. Alors j'ai dit simplement au responsable de mon dossier, écoutez, ma mère est à Mali, elle est appelée à être déportée. En fait, pour comprendre, vous êtes arrêté concomitamment à quelques jours ou même oui, à quelques heures d'intervalle. À la même période, oui, à la même période à peu près. Et alors, j'ai demandé à la rejoindre, et puis demandait pas mieux, ça débarrassait une place en prison, et puis eux, ils savaient certainement la destination, et j'ai rejoint le camp d'internement la veille du départ de du convoi. Et le lendemain, je suis partie avec ma mère. Or, mon convoi, c'était un convoi exceptionnel, c'était le 20e convoi, et c'est un convoi où il y avait des résistants avec des juifs, et il y avait des juifs résistants, il y avait les deux, ils étaient en concordance avec la résistance, et c'est le seul train de déportation qui s'est arrêté un peu avant la frontière allemande, et les wagons ont été ouverts. C'est-à-dire que les cheminots, au départ du train, du train de Belgique, n'ont pas, tu vois, ont laissé les manettes libres, si tu veux. Les portes n'étaient pas fermées. Pour tous les wagons ou pour quelques wagons? Non, pour quelques wagons. Dont le mien et puis quelques autres wagons où il y avait beaucoup de copains des brigades internationales qui, eux, avaient été internés dès 1939. Et il y a eu 200 évasions. Sur les 200, il y a eu les 3/4 qui ont été fusillés sur place, dans la fuite. Il y a eu beaucoup de morts. Et quelques-uns ont pu s'échapper. Et ça, tu as assisté donc à cette, évasion, à ces fusillades? Oui, parce que le train stoppait. Tu vois, le train n'a pas continué. Quand il y a eu ces fusillades, les gars qui sautaient des trains. Et mon wagon était ouvert aussi. Donc de ton wagon, il y a oui, quelques-uns qui ont sauté. Mais tu sais, un wagon à Bestiaux, c'est cette hauteur-là. Il faut sauter. Hein. Donc ça te fait une hauteur vertigineuse. Et ma mère n'a pas voulu sauter. Elle m'a dit non, c'est trop haut, je ne veux pas sauter. Et comme on ne savait pas où on allait exactement. Non. Et en même temps, vous... Et je ne voulais pas sauter et puis laisser ma mère. Ouais, tu n'allais pas faire ça. Et en même temps, vous avez vu donc les gens qui sautaient, qui se faisaient tirer dessus. Tu vois, tout le convoi a été arrêté. Quand les premiers ont sauté, les Allemands ont immédiatement stoppé parce qu'il y avait certains wagons où il y avait un mirador sur le wagon à Bestiaux. Donc eux, ils dominaient la situation. Tu vois, donc le train a immédiatement stoppé. Puis alors les canonnades, les tués sur le ballast. Tu vois. C'est le seul convoi qui a été attaqué. Forcément, sur les miradors, tu comprends, ils pouvaient tirer comme de lapin, si tu veux. Hein. Oui. Avec 2 mitrailleuses en tir croisé, ils ne pouvaient pas en échapper. Mais enfin, ils risquaient le tout pour le tout. Bon, et puis alors l'arrivée à Auschwitz, c'était comment? Avant l'arrivée, tu m'as raconté cette vision incroyable de la traversée de l'Allemagne pavoisée de... Ah oui, c'est le 20 avril, je me rappelle comme si c'était hier. C'est le 20 avril. Le 20 avril, c'est l'anniversaire d'Hitler. Mais alors, une marée. Hein. Tu vois, le convoi prenait des voies secondaires pour ne pas passer dans les gares. On n'est jamais passé dans une gare, d'ailleurs. Même en secondaire, tu voyais les villages
on croisait les villages, pas de grandes villes, mais rouge, rouge sang. Des drapeaux rouges accrochés aux Avec la maisons. croix gammée, ah oui, oui, oui. Alors imagine-toi, quelqu'un qui n'aurait pas voulu mettre un drapeau. Ben, il était immédiatement repéré. Hein. Alors la résistance n'était pas facile en France, imagine-toi en Allemagne. Donc le convoi est arrivé à 6 heures du matin. Il y a eu un silence immédiat parce que nous ne savions absolument pas où nous étions. Les portes se sont ouvertes et immédiatement les cris « Raus, schnell, absteigen » et immédiatement on a vu des SS avec des chiens et immédiatement les cris, les bouleversements. Le convoi, il y avait quand même des femmes, des enfants, des personnes âgées, des invalides, des jeunes, toutes complètement mélangées. Nous étions à peu près 1500 personnes. Donc un très très grand convoi. Et avec les bousculades et l'angoisse, les premiers sont arrivés à sauter normalement sur le ballast, sur le quai. Mais les autres sont tombés sur ceux qui ont sauté. Ça faisait un mélange incroyable, rien qu'à la descente déjà. Et avec les cris, c'est là qu'on a vu les premiers déportés. On a vu des hommes donc avec des calerons, des vêtements rayés, donc en gris et en bleu. Et nous nous sommes regardés les uns les autres. On a essayé de se relever de ceux qui étaient tombés du wagon, parce que les wagons à bestiaux, c'est excessivement haut, et c'était très difficile à sauter. Et alors, tant bien que mal, tout le monde s'est rétabli. Et puis alors, avec des haut-parleurs, on a entendu des sons en disant « Laissez vos valises, laissez tout ce que vous avez, vous les retrouverez demain là où vous serez. Tout vous sera restitué. » Et effectivement, les valises étaient plus ou moins, il y avait plus ou moins d'étiquettes. Nous nous sommes rangés, on nous a dit de ranger en longue file, en rang par 5. Et le moment où nous avons pris connaissance où nous étions, un endroit terriblement sinistre, pas un arbre, pas un oiseau. Donc nous étions au mois de fin avril, théoriquement en pleine campagne comme ça, il devrait y avoir un peu de vie. Là non, tout vraiment sinistre, une odeur pestilentielle que nous ne savions pas dire d'où cela venait. On s'est regardé à gauche, à droite. On a vu un mur noir, de briques, mais déjà noirci, un grand porche avec un mirador au-dessus du porche. De l'autre côté de la voie, une très très longue file de camions. Et dans le fond, très loin, derrière ce grand mur, on a vu des cheminées énormes. Avec une cheminée, le feu sortait de la cheminée. Et alors, comme nous étions sur le quai, et là, c'est à ce moment-là qu'on a entendu les femmes, les enfants, les vieillards, ceux qui ne peuvent pas marcher, traverser la voie et monter sur les camions. On a vu les premiers camions partir. Ils sont revenus à vide. Les gens de mon convoi sont remontés dans le camion. Les SS sont passés dans les rangs et on dit en rang par 5, ceux qui restent comme femmes, enfants, vieillards continuent à monter dans les camions. Alors les plus jeunes du convoi, les SS sont repassés, voir si vraiment il n'y a plus d'enfants, plus d'invalides, plus de personnes. Et ceux qui restaient sur le quai, donc en rang par 5, c'est là qu'on a séparé les jeunes femmes des jeunes hommes. Donc nous avons attendu, et entre nous on a discuté, mais où sommes-nous, où ça peut bien être. Et alors, comme on s'accrochait au dernier espoir, à la dernière minute, certains disaient
Oui, mais ça ne peut pas être tellement terrible, puisqu'il y a des camions de prévus pour que les gens n'aient pas à marcher, parce que ces camions, immédiatement, entraient sous cet énorme porche, et puis on les perdait de vue. D'autres disaient, oui, mais il y a des grandes cheminées, c'est qu'il y a des usines. Et puis on sait que les Allemands ont besoin de main-d'œuvre pour faire tourner leurs usines. Et puis ce qui nous mettait à la puce, quand même, à la puce à l'oreille, c'est cette énorme odeur, cette épouvantable odeur. Sur ces entrefaits sont arrivés des hauts gradés SS. Ils ont regardé les femmes d'abord, les hommes après, et entre ceux qui restaient comme femmes, ils ont choisi 100 jeunes femmes, les plus jeunes. Donc, ils sont passés dans les rangs, et ils ont dit toi, vous, mettez sur le côté. Ils ont choisi 100 femmes qu'ils ont mis sur le côté. Ils en ont fait avec les 100 jeunes gens qui étaient parqués également. Les 100 de mon convoi, donc nous nous sommes retrouvés toutes jeunes, on s'est mis en rang par 5, sont arrivées des femmes SS qui nous ont encadrés et qui nous ont dit « marche, vorwärts, marche, en avant, marche ». Donc nous avons marché, nous avons fait 3-4 kilomètres et nous sommes arrivés dans un endroit qui nous semblait absolument pas du tout terrifiant, avec des beaux blocs, des allées gravillonnées, quelques plantes, quelques géraniums, absolument pas terrifiant. Alors nous nous sommes dit, bon ben c'est un camp de travail, on va venir travailler. Ils ont choisi les plus jeunes pour travailler. Et ils nous ont conduits au fond de... Il y avait un Porsche avec Arbeit macht frei, le travail rend libre, dont nous avions été un peu confortés dans cette idée que c'était vraiment pour venir travailler. Donc nous nous sommes ressaisis et les femmes SS nous ont conduits dans cette grande baraque en bois où il y avait marqué désinfection, donc nous trouvions ça tout à fait normal. Et alors c'est à ce moment-là que les femmes SS nous ont dit « vous vous déshabillez complètement, vous mettez tous vos vêtements, vos bijoux, tout ce que vous avez dans le coin, et vous attendez ». Donc nous étions toutes nues et nous attendions les 100 femmes de mon convoi. Sont arrivés 2 prisonniers allemands âgés, très âgés, et nous avons vu que sur leur uniforme, ils avaient un coin vert. Nous ne savions pas ce que ça signifiait, nous l'avons su par la suite. C'était 2 personnes âgées, des hommes âgés, et ils sont venus avec des tondeuses, on nous a mis en file indienne, et ils nous ont rasé le crâne, mais comme le doigt de la main. Et lorsqu'ils ont eu fini, c'était des Allemands, les 2 prisonniers. On a pu parler un petit peu, on leur a dit, comme on était en file indienne, où sommes-nous? Mais ils ne nous ont pas parlé, ils ne nous ont rien dit. Ils sont partis, ils sont arrivés d'autres jeunes, 3 jeunes Slovaques, avec des porte-plumes, mais très, très rudimentaires, avec 3 fines plumes. Vous savez, comme ce qu'il y avait à l'époque des plumes sergent-major très très fines, liées grossièrement avec une ficelle, et ils avaient un petit encrier avec eux. Donc les femmes SS nous ont dit, vous allez vous mettre en rang par 3, et on va vous donner un tissu avec un numéro dessus, que vous présenterez au tatoueur, donc. On ne savait pas que c'était des tatouages. Donc nous nous sommes présentés devant ces jeunes gens. Or, les femmes SS, elles en avaient marre de nous surveiller. Et elles se sont mises dans un coin près de nos vêtements. Et il me semble certainement que les bijoux qu'on avait abandonnés devaient certainement attirer leur attention. Elles ont commencé à bavarder avec elles. Et nous attendions que ces jeunes Slovaques nous tatouent sur le bras le numéro qu'on nous avait distribué en tissu. Et comme c'était assez long du fait du tatouage pointillé, nous avons pu discuter longuement avec ces jeunes gens qui étaient slovaques et qui parlaient allemand. Donc celles parmi nous qui parlaient allemand pouvaient discuter avec eux, et je parle encore l'allemand d'ailleurs. Donc j'ai pu leur demander tout de suite
Mais où sommes-nous? Où sont partis la première des choses qu'on leur a demandé, où sont partis les camions? Parce que les gens qui sont montés sur les camions, nous en connaissions certains. Nous avions vu les enfants. Et c'est eux qui nous ont dit, bon, vous savez, là où ils sont partis, dans le fond, vous êtes à Auschwitz, le camp où le train s'est arrêté, c'est Birkenau, et le camp d'extermination est Birkenau. On a bien vu des cheminées, donc c'est qu'il y a des usines. On s'accroche au dernier espoir. C'est là qu'ils nous ont dit non. Ce n'est pas des usines, ce sont les fours crématoires. On n'avait jamais entendu parler de fours crématoires, ni de chambres à gaz. Il y avait bien quelques allusions à la radio de Londres quand on écoutait clandestinement. Mais entre ce qu'on peut dire chambre à gaz, qu'est-ce que ça peut représenter pour un être normal qui est chez soi et qui écoute? Comment peut-il s'imaginer? On savait qu'il y avait des atrocités terribles au ghetto de Varsovie, en Pologne. On savait tout ça, que les massacres en Russie. Mais de là à s'imaginer, et c'est là qu'on a compris qu'un transport de 1500 personnes peut, en une demi-heure, être ventilé, catégorisé, partir sur les camions avec une ronde automatique des camions vides et qui repartaient pleins. En une heure du temps, voilà qu'on peut exterminer. Et c'est à ce moment-là, vraiment, que l'on a pris conscience d'où on était. Mais on ne savait pas qu'on était en Silésie, on ne savait absolument, c'était encore très très flou, très flou. Le numéro qui m'a été tatoué sur le bras gauche, donc c'est le 42 576, je dis encore à la belge, hein, 76 pour moi, 80 ans passés, mais ça ne fait rien. Oui, parmi les 100 jeunes femmes, ma mère a été sélectionnée également. Elle avait 38 ans à l'époque. Elle était mince, petite comme moi, donc le médecin SS l'a considérée comme jeune, si tu veux. Et lorsque nous avons été... Le tatouage, je me rappelle toujours, elle pleurait à chaudes larmes. Mais je dis, pourquoi tu pleures? Elle me dit, tu te rends compte, on t'a coupé de si beaux cheveux. Elle pleurait mes cheveux. Alors que mes amies, qui étaient très jeunes, elles riaient avec moi parce qu'elles me disaient, tu vois, comme tu es, on pense que tu es un garçon. Avec la tête rasée comme ça, on ne te reconnaît absolument plus. Alors pour les plus jeunes, c'était une plaisanterie, et pour ma mère, c'était une douleur vraiment, vraiment douloureuse. D'une minute à l'autre, se voir rasé comme ça, et il est certain qu'on était vraiment méconnaissables. Et ma mère, elle en pleurait à chaudes larmes, alors qu'elle était elle-même rasée et dans les mêmes conditions. Et comme il n'y avait pas eu assez de tenues rayées, lorsque nous sommes arrivés, on a reçu pendant 15 jours, on a reçu des tenues de prisonniers soviétiques qui étaient enfin, des uniformes très tachés. Et nous avons traversé le camp, qui nous a paru tout à fait convenable. Et nous sommes arrivés presque à la limite du camp, un bloc, un grand bloc, où toutes les fenêtres étaient cloîtrées avec des planches, mais des planches clouées en biais, de manière à ce que le jour puisse paraître sur le dessus. Mais toutes les fenêtres étaient complètement... donc nous sommes rentrés dans ce bloc. Il y avait déjà des femmes avant nous, d'autres nationalités, et on nous a donné un lit, c'était des chalets à 3 étages, nous avions chacun un lit, et nous étions dans un état inutile de vous dire quand on a su où les camions étaient partis, ça a été épouvantable.
il y a eu des scènes de désespoir terribles. Petit à petit, il a bien fallu se calmer et on nous a laissés comme cela pendant quelques heures. Et après, nous avons reçu une distribution de tisane avec notre ration de pain, des toutes petites rations de pain. Et nous avions très faim et ça nous a semblé très très bon. Et avec le pain, nous avons reçu une cuillère de confiture. Et c'était la ration donc pour notre journée, puisque la soirée était arrivée. Donc nous avions sur ces chenilles du bois, et puis une paillasse, très très petite paillasse avec un peu de paille, mais une paillasse dans un tissu synthétique, il n'y avait plus de tissu, c'était moitié papier, moitié tissu, et une couverture militaire, des couvertures brun-marron très foncées. Donc nous avons chacun pris notre place. Inutile de te dire qu'on n'a pas beaucoup dormi. Et puis le matin, nous avons attendu. Nous sommes restés comme ça 2-3 jours. Et puis un beau jour, l'appel. Donc nous descendions le matin, nous nous rangions à l'appel au centre de ce bloc. On nous comptait régulièrement, comme si on pouvait s'évader. Et un jour, pendant l'appel, des médecins, des SS sont arrivés. Nous avons reconnu que c'était des SS haut gradés avec leurs décorations, leurs médailles et leurs étoiles, bien sûr. Ils nous ont regardés comme si on était du bétail, mais vraiment regardés sous toutes les faces. Et la femme SS est intervenue en nous disant « On va vous partager en 3. Faites bien attention. Vous appartiendrez le premier groupe au docteur Glauberg, le deuxième groupe au docteur Schumann et le troisième groupe au docteur Wirth. Faites attention, ne vous mélangez pas. Si vous vous mélangez, vous partez immédiatement à Birkenau d'où vous êtes venu. Immédiatement. Donc faites bien attention. » Donc on s'est regardé entre copines, on s'est dit, bon, écoute, on fait partie du même groupe, on s'est regroupés comme ça, et nous sommes restés quelques jours à attendre comme ça. Sans savoir exactement, absolument ce qu'il en était. Et c'est après qu'on commençait, par exemple le docteur Glauber, que lui, il a ses filles qui lui étaient réservées. Il a fait des examens gynécologiques et puis des injections chimiques. Le docteur Wirth, c'était quelque chose tout à fait à part. Il faisait des études sur le col de l'utérus. Donc c'était une étude gynécologique tout à fait à part. Et le troisième groupe, c'était le docteur Schumann. Le groupe auquel j'appartenais, c'était un officier de la Luftwaffe avec une tête de brute finie, mais de brute finie qu'on ne pouvait même pas, on n'avait pas le droit de regarder. On nous avait dit avant, ne regardez pas un SS. Vous êtes vraiment des Untermenschen, des sous-hommes, vous n'avez pas à regarder un SS. Donc, le docteur Schumann, il nous a regardés sur toutes les faces, et puis il n'a rien dit, il est parti. Les femmes SS nous ont dit, surtout le groupe Schumann, faites attention, ne vous mélangez pas aux autres quand il y aura un appel. Quelques jours se sont passés. On s'est accommodé comme on a pu, on s'est organisé comme on a pu, on a discuté avec les autres femmes. On a immédiatement dit, bon, ben, il faut quand même faire quelque chose, il faut résister, on va pas se laisser aller, il faut voir quand même, ce qui nous a sauvés, c'est que la guerre était déjà complètement changée. Moi, j'ai été déportée en avril 1943. Or, en avril 1943,
La bataille de Stalingrad avait eu lieu en décembre 1942 et janvier 1943, et on connaissait la débandade inimaginable de l'armée allemande. Donc on savait, et puis par les tracts de la résistance, par les journaux clandestins, par les radios, nous savions la débâcle énorme qu'il y a eu à Stalingrad. Donc l'espoir qui s'est immédiatement propagé, on se dit, bon, comme on dit maintenant, on va voir le bout du tunnel. Mais c'était quelque chose, une résurrection, pour ainsi dire. Parce que jusque-là, l'armée allemande avait volé de victoire en victoire. Quand vous pensez que la France, quand même, en 18 jours, la France a capitulé. 18 jours. Alors, comme les premières expériences, et qu'on ne savait pas ce que c'était, les premières expériences du docteur Glauberg, et puis la famine qui s'est installée, et puis la sous-nutrition, beaucoup de femmes ont gonflé. Et il y a une chose qui a été catégorique du jour de l'arrestation, les règles se sont immédiatement arrêtées. Donc il y a eu des femmes qui ont vite grossi du fait de pas de règles, la sous-alimentation fait que, alors on s'est dit, les femmes qui ont gonflé comme ça, eh ben il y a quelque chose, eh bien c'est de la maternité artificielle. On pensait que dans notre idée, comme elle grossissait, on se disait, bon, les injections, c'est une histoire d'avoir des enfants. On était complètement ignorantes. Mais du fait de ce grossissement, du fait de la faim, du fait de l'arrêt des règles, eh ben on s'est dit, c'est ça. Ils font des essais de maternité artificielle. Lorsque nous avons vu le docteur Schumann, un jour, il nous a fait descendre, nous les 30 femmes de son groupe, et nous sommes partis à pied à Birkenau. Parce que Birkenau, il avait son installation radiologique à Birkenau et non à Auschwitz. À Auschwitz, il n'y avait pas de place dans le bloc pour ces appareils qui étaient assez conséquents. Rudimentaires, mais très conséquents. Donc, nous sommes arrivés à Birkenau. C'est là que nous avons vu ce qu'était Birkenau. En comparaison de notre bloc, où nous avions quand même une couverture et un lit en bois, nous avions l'impression de sortir du paradis et de rentrer dans l'enfer. Déjà l'odeur, la boue, c'était un marécage, un ancien marécage, Birkenau, avec ses énormes rangées de baraques. Et ce bloc où il y avait les installations électriques pour le docteur Schumann était un peu à l'écart du camp. Il nous a mis en file indienne l'une après l'autre, les 30 femmes, et nous avons passé dans cet appareil de radiographie, l'une après l'autre, comme ça. Mais il n'y avait pas d'appareil de contrôle, ni rien du tout. C'était vraiment tout à fait sommaire. Il y avait 2 grands montants avec des cubes de bois. Donc on avait un cube devant, un cube derrière. On se mettait donc dans ces 2 grands bras, un cube devant, un cube derrière, là. Et puis il nous disait entrez, sortez, entrez. Sortez, entrez, sortez. Donc on faisait absolument ce qu'il nous disait.
Pendant tous ces essais, au fur et à mesure que certaines femmes n'intéressaient plus les médecins concernés, ces femmes repartaient directement à Birkenau. Et à Birkenau, la vie était possible en résistant une dizaine de jours, pas plus. Et ma mère, forcément, si à la descente de notre convoi, elle avait convenu, après le médecin pensait qu'elle n'était plus, elle ne l'intéressait plus, donc avec d'autres femmes, au fur et à mesure que ça manquait d'intérêt pour eux, eh bien, il les renvoyait carrément à Birkenau. Comme il arrivait des convois de l'étranger tous les jours, il pouvait retourner à l'arrivée des convois et reprendre des femmes comme il voulait, comme il désirait. Sur ces entrefaits, quand nous étions au bloc 10, un jour, nous avons entendu des fusillades. Le bloc à côté de nous était séparé par une grande cour et notre bloc était le bloc 10 et à côté était le bloc 11. Et un jour, nous avons entendu des coups, pas une fusillade, mais des coups réguliers de tir. Et alors là, nous avons vu un monceau de cadavres, des gens nus, des hommes nus, mais des cadavres tout récents, qui venaient des fusillades. Alors on était désespérés de voir ces fusillades. On a vu au bout, entre les deux blocs, un mur où les condamnés étaient fusillés, mais un par un, et les cadavres immédiatement mis dans le coin juste où nous avions notre fenêtre qui surnageait. La cour pleine de sang, et puis brusquement, on voit sortir des hommes de ce bloc, toujours par ce petit trou, et ils chantent la romance de Paris, on va revoir Paname. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des Français qui chantent là dans la cour. Alors on a regardé, et ils étaient tous occupés à chanter, ils étaient rangés par 5, les cadavres avaient été évacués, la cour était en plein de sang, et eux avaient le courage de chanter la romance, des chansons de Charles Trenet, enfin des chansons de l'époque. On en était sidérés, et nous étions en larmes, on était sidérés, on s'est dit, ben, si eux ont le courage de faire ça, ben, il faut que nous ayons le même courage. Donc, comme ils étaient le bloc juste à côté de nous et que nous ne sortions pas, c'est eux qui nous emmenaient la nourriture. Or, ils déposaient la nourriture, les bidons de soupe, le pain, juste à l'entrée de notre bloc. Or, à l'entrée de notre bloc, les femmes SS avaient une chambre à elles, où elles se tenaient pour la surveillance du bloc. Or, ces femmes qui nous surveillaient, elles avaient une priorité parce qu'elles étaient enceintes et elles attendaient un bébé, mais déjà très très avancé. Donc elles ne sortaient pas travailler comme les autres femmes SS à occuper en commando. Alors, quand ces Français sont rentrés la première fois, par hasard, ce sont les Belges et les Françaises qui venaient réceptionner la nourriture, parce que les hommes entraient et sortaient. Et nous, il fallait réceptionner la nourriture pour après la diviser et la distribution. Or, certaines femmes SS, comme elles étaient vraiment très très avancées, des fois elles dormaient, elles ne se déplaçaient pas pour surveiller. Alors on a pu échanger quelques mots avec ces prisonniers français. Puis nous vous découragez pas les gamines. On ne disait pas les filles à l'époque. Ne vous découragez pas les gamines, à la Noël on sera à la maison. Vous en faites pas, on les aura, ils sont foutus. Et ils nous ont vraiment complètement bouleversé notre morale. Et on a discuté avec eux, bien sûr,
on a parlé, on a pu échanger quelques mots, mais répéter tous les jours, on a fini par faire connaissance avec, avec ses camarades. Et au milieu de ces hommes, il y en a un, et j'avais 20 ans, hein, je n'avais pas 20 ans. Bien sûr, je trouve que c'est miraculeux que dans des conditions pareilles, dans des camps comme ça, avec la mort, je crois que la vie était encore plus précieuse. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Et Aimé a été arrêté donc comme militant communiste et résistant à Vincennes, parce que quelqu'un de leur groupe avait été arrêté et torturé, malmené, et il a commencé à parler. Et c'est comme ça que tout le groupe de Vincennes a été arrêté. Et après, dans les prisons, ont été triés. Il y a une camarade qui est partie à Ravensbrück, et la plupart ont été en prison, et Aimé, il a été condamné à la déportation. Aimé, après, ils sont partis travailler en commando. Et c'est-à-dire que là, ils ne venaient plus au bloc 10, mais comme nous, de temps en temps, on sortait cueillir des herbes pour le laboratoire du caoutchouc synthétique, on pouvait sortir, et puis les prairies, elles se trouvaient autour de ces énormes bâtiments de l'intendance. Donc on pouvait échanger quelques mots, on ne s'est pas perdu de vue. Et comme Aimé, il essayait d'organiser un peu de nourriture qu'il rentrait le soir au camp, tu comprends, pour pouvoir partager avec les autres déportés. Il risquait beaucoup, il risquait énormément, mais il était un petit peu... c'était dans son caractère. Il était vraiment d'un sang-froid étonnant et puis d'une audace un petit peu hors de l'ordinaire. Un jour, on s'est embrassé là, parce qu'il y avait une pompe, tu sais, pour l'électricité et l'eau, et je m'étais intercalée là-dedans et puis on s'était embrassé. Et le SS, bien sûr, il a ouvert la porte et donc Aimé a été immédiatement mise à l'écart et on a paru devant le commandant du camp. Il lui a été condamné à des coups de bastonnade. Et moi, j'ai été condamnée à aller dans un commando de travail de terrassement. Et c'est le docteur Schumann qui a dit non, touchez pas à mes cobayes. Tu vois, donc j'ai échappé à la corvée de terrassement. Mais écoute, c'était déjà très tard, hein. C'était déjà en novembre 1944. C'était très très tard. Et c'est ce qui nous a sauvés. Ça aurait été plutôt... Et puis à un moment donné, au camp d'Auschwitz, il y a eu un commandant qui est venu, Lee Peitschel, et qui avait des accointances un petit peu avec, tu sais, la bande des officiers supérieurs qui avaient commis l'attentat. Parce que lorsqu'il est arrivé, nous ne savions pas. Mais un beau jour, on nous a dit, bon, c'est plus la peine de saluer les SS, c'est plus la peine, entre prisonniers, hein, on s'est dit, c'est plus la peine, il y a un changement total, il y a déjà moins de convois qui arrivent, le commandant, il se promène sans garde dans le camp, et tu vois, il n'est pas resté longtemps, malheureusement. Et c'est à cette époque-là que, autrement, je ne sais pas, on aurait été envoyés à Birkenau tous les deux, on ne serait pas revenus. Hein. Il faut tenir compte de l'époque aussi, c'est très important.
On a eu juste le temps de se dire où il fallait s'écrire si on était libéré, c'est tout. Il dit, écoute, si on survit, tu écriras poste restant dans le 12e arrondissement. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés. Parce que lorsque nous avons été libérés, rien n'était prévu pour ça. Rien, rien, rien. Rien. Tu vois, on a été rapatriés par camion ouvert, alors que certains prisonniers de guerre qui avaient travaillé dans des fermes sont revenus par avion. Tu vois, ça a été très, très, très... Heureusement qu'on est toujours resté entre nous. Tu vois, on est toujours resté entre les quelques déportés, on ne s'est pas séparés. Après la libération, on a été remis dans un camp de regroupement de tous les pays, des ressortissants occidentaux. Les Russes, eux, se sont débrouillés tout seuls. Ils sont partis avec des chevaux, avec des charrettes, avec n'importe quoi. Ils avaient l'habitude. Ils sont partis directement chez eux. Mais nous, tu vois, en zone soviétique, il a fallu attendre que des délégations des pays occidentaux viennent nous chercher. Et après, on a été regroupés à Torgau, dans ce camp énorme, 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 où il y a eu la jonction de l'armée soviétique, de l'armée anglaise et de l'armée américaine. Et là, il n'y avait pas encore la guerre froide. Donc les soldats, ils se mélangeaient, ils étaient tous ivres-morts, je te dirais. Ben oui, mais écoute, c'était des jeunes. Hein, c'était pour eux la fin de la guerre. Ils avaient traversé, tu te rends compte ce qu'ils avaient traversé? Moi, je me souviens des soldats ivres-morts, hein. Autant américains qu'ils échangeaient le whisky avec la vodka, ça ne faisait aucun problème. Hein. Et alors nous, on était dans cet immense camp de rapatriement avec les prisonniers de guerre, mais personne ne nous a aidés. Nous sommes restés un petit bloc là, de femmes entre nous, pleines de poux encore, misérables, sous-alimentées, et alors habillées de briques et de broc. On était tellement déconnectés. Moi, j'avais une chaussure 35 et une chaussure 40. Tu sais, quand j'ai appris par les jeunes filles qui travaillaient au bureau politique que mon frère était arrivé, mon frère a été arrêté dans une rafle à Bruxelles, il y avait eu un attentat, et ils ont raflé la population, et mon frère était dedans. 15 ans. 15 ans. Il est arrivé à Auschwitz, pas à Birkenau, il est arrivé dans le camp d'Auschwitz, dans un bloc de Polonais. Un jeune gamin de 15 ans sans aucune défense dans un bloc de Polonais. J'aime mieux te dire, ben, Aimé, je lui ai tout de suite dit, écoute, mon jeune frère est arrivé. Margit, elle s'appelait Margit, la fille qui travaillait au département politique, elle était interprète. Et elle m'a tout de suite dit, ton frère est arrivé. Elle connaissait mon nom. Elle se dit, un convoi belge, tiens, je vais lire la liste. Elle est tout de suite tombée. J'ai tout de suite immédiatement dessus. Aimé s'est renseigné où étaient arrivés les nouveaux arrivants du convoi belge. Eh bien, il a tout de suite trouvé mon frère. Il s'est battu avec les Polonais pour qu'ils le laissent tranquille. Malheureusement, mon frère, et je dois te dire sincèrement, comme mon père, je n'ai pas voulu savoir comment ils sont morts. Parce que moi, je connais leur souffrance. Ça, c'est invivable. Je ne peux pas imaginer comment un gamin de 15 ans, dans quelle souffrance atroce il a pu mourir. Et mon père, je ne veux pas. Tu vois, pour moi, il fait partie de ces milliers et milliers d'anonymes. C'est un cimetière commun, si tu veux, mais je peux pas y penser. Je ne peux pas y penser. Et quand il y a une fille qui a recherché les archives à Bruxelles, tu vois, pour les livres et ainsi de suite,
elle a dit, ton frère est mort à Buchenwald. Sinon, ne me dis pas. Ne me dis pas, ne me dis pas, je ne peux pas supporter. Je ne peux pas, parce que moi, je sais dans quelle souffrance ils sont morts. Tu vois, c'est la seule chose qui me permette d'avoir du recul, je ne peux pas. Je peux pas penser à la mort de ma mère, parce qu'elle, je sais, malheureusement, je ne peux pas, tu vois. Il faut que je me protège de ça. Genia parvient finalement à rejoindre Bruxelles dans l'été 1945. Mais plus personne ne l'y attend. Ses grands-parents, émigrés à New York dès les années 20, l'invitent à les rejoindre, lui envoyant même l'argent et les billets. Mais Genia décide finalement de rejoindre Aimé à Paris. Oui, j'ai pris le métro, et alors je me suis perdue dans le métro, bien sûr, parce que je me suis trompée de destination, et puis j'ai quand même trouvé l'adresse, le 12e arrondissement. Il m'avait donné une adresse, hein, bien sûr, et puis je l'ai trouvée, puis on ne s'est plus jamais quitté. Mais Aimé, il a repris immédiatement, comme s'il n'avait jamais été à Auschwitz. Et il avait une vitalité, quelque chose d'incroyable. Moi, c'est ce qui m'a permis de vivre, je dois te dire sincèrement. Vraiment, et c'est ce qui m'a permis de vivre. Ses parents habitaient la Bastille. Et ils étaient gardiens d'une banque. Et il y avait des appartements de libre. Tu sais, les mansardes parisiennes n'étaient pas toujours habitées. Donc on avait 2 petites mansardes, là. Mais on était heureux, on était heureux. 2 petites mansardes, des meubles faits avec des caisses de bois, des caisses d'oranges. Tu sais, les oranges étaient un luxe en 1945. Des oranges venaient enveloppées dans du papier de soie individuel, chaque orange. Donc c'était dans des caisses de bois, mais ça nous faisait nos meubles. Oui, oui, c'était vraiment voulu et espéré, oui. Mais enfin, il y a eu quelques fausses couches avant, hein. À cause des radiations, tu vois, il y a eu quand même quelques fausses couches avant. Et en 1947, bon, j'ai eu la chance d'avoir mon fils, dis donc, qui a 70 ans. Il vient d'avoir 70 ans. Il me dit toujours, maman, tu sais l'âge que j'ai, parce que moi je lui parle comme un gamin. Il dit, maman, tu sais l'âge que j'ai?